loading, Ok, ouais. ouais, ok, c'est bon. Donc, salut Ben, Salut Alex, ça ça va? va? Ouais. Oui, ça fait Euh, longtemps. ouais, ouais non, ça fait longtemps. Bon, du coup, ça fait longtemps qu'on devait faire cet épisode. Mais du coup, moi, j'ai eu un enfant entre-temps, et donc ça a envoyé un peu l'organisation valser. Toi, tu devais finir ta thèse aussi. J'imagine qu'en fait, comme tu avais ton fellowship, t'as dû bosser un petit moment. Ouais, c'est ça, j'étais en fellowship ce semestre, donc j'ai passé mon temps à mettre les dernières finitions sur ma thèse et donc je vais soutenir fin d'été. Donc j'ai beaucoup bossé ces derniers temps ici. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était pas pour rien qu'on est parti pour Ouais. un pause de 2 mois. Ouais, non, mais voilà. Mais en plus, ouais, c'était une pause. Mais au final, j'avais lu le livre, puis j'ai jamais, enfin, je me suis dit, faut qu'on cale une date, faut qu'on cale une date, mais j'étais soit trop fatigué, soit ceci. Mais après, j'ai lu d'autres bouquins entre-temps, mais là, je lis beaucoup plus doucement, donc le rythme de lecture, c'était un peu compliqué. Mais j'ai relu l'éducation sentimentale de Flaubert. Je sais pas si ça te parle. Bah, c'est marrant, j'ai commencé à le lire le semestre dernier et j'ai dû le mettre de côté, mais j'ai lu la moitié. Donc, Ok. mais Ouais, je vais faudrait qu'on se fasse reprendre cet été. un de ces Ouais, quatre, un sinon, jour, un Flaubert, ouais. pas si tu viens juste de le lire, on peut le faire la prochaine fois. Comme Ou tu une veux. Bon, autre après, ça fois. dépend, toi, les idées toi, les idées que t'avais. Mais ouais, on peut se le mettre dans la liste et puis on C'est verra plus ça. tard. Ok. Et Et, ça t'a plu? ouais, 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 ouais. Non, mais à chaque fois que, tu vois, Flaubert, c'est un peu le genre d'écrivain qui est quand même, c'est un peu une figure tutélaire ou que tout le monde respecte et tu sais, souvent, quand tu le lis, tu sais jamais trop si t'aimes bien parce que il y a un peu cette aura autour de lui, tu vois, ou en même temps, si ton jugement critique, il est valable ou t'arrives vraiment à aimer, à éprouver du plaisir en le lisant, tu vois. Et Flaubert, c'est un écrivain que j'aime toujours relativement lire. Mais là, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et je me disais, tiens, est-ce que, est-ce que ça va me faire ce petit effet-là, tu vois? Et, euh, et j'ai commencé le livre et je l'avais lu, mais il y a longtemps, hein, je devais avoir, je sais pas, entre 15 et 20 ans, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, waouh. Et là, tu reprends une claque parce que tu découvres des nouveaux trucs, il y a d'autres choses que, que, enfin, que j'avais entendues sur Flaubert, et là, je commençais à voir, à discerner. Puis l'histoire en elle-même et l'humour, c'est encore mieux. Une fois que tu connais tout le contexte historique, politique, t'as les blagues qui font un peu plus mouche. Parce que souvent, c'est toujours dans le non-dit, dans un espèce d'humour très de situation, tu vois, où il faut avoir l'implicite. Et, euh, et non, non, mais du coup, ouais, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment kiffé relire ce livre. Ouais. Et puis, bah, j'ai eu le sentiment en le lisant de quand même d'avoir plus de points de repère parce que c'est au moins le cadre est très balsacien où c'est un étudiant Ouais, qui vient des provinces et qui va à Paris pour faire ses études. Donc c'est assez différent de Madame Bovary ou Salammbô, donc ouais, qui n'a rien à voir avec ses autres livres. Mais ce sont des personnages à qui on peut s'identifier peut-être plus facilement et on connaît un peu mieux le cadre. Donc, ouais, dans, ce- euh, dans cette perspective-là, c'est un peu plus facile, je trouve, pour entrer dedans. ouais. Ouais, Ouais, absolument. Ouais. Si t'as lu Le Rouge et le Noir, l'éducation sentimentale et ouais, Les Illusions perdues, c'est un peu ouais, la c'est ça. triade du jeune héros romantique. Mhm. Euh, ouais. Ouais, non, ouais, du coup, j'ai lu ça. J'ai lu du Zola que j'ai pas trop aimé non plus. Je sais pas si t'en as déjà lu, toi, du Zola? Bah, j'ai lu bah, Germinal et l'Assommoir. D'accord. Et Tu t'en ouais, souviens un petit peu? j'ai trouvé Germinal passer un livre presque de euh, d'action. Il y a des scènes euh,
surtout vers la fin du livre, dans les mines qui sont vraiment très prenants et très excitants. Euh, j'ai toujours trouvé sa vision morale un peu manichéenne. Est-ce que c'est le mot Manichéen. manichéen? C'est le Euh, seul mot où le CH on le prononce comme en anglais. d'accord. Manichéen. Euh, mais je pense que c'est une des choses intéressantes sur cet auteur qui est très engagé politiquement et qui a vraiment une vision euh, Ouais, je très suis, mais je morale suis, du monde. ouais, Euh, et c'est pas très. Chez Balzac, par exemple, il y a toujours un côté un peu de mélodrame, euh, de, de comique, et on trouve pas ça tellement chez Zola, qui est assez ouais. sérieux Il est euh, très premier degré, et quoi. tragique. Ouais. Ouais. Euh, mais ouais, c'est pas un auteur que je tiens vraiment à cœur, mais je réalise son importance. Moi, je pense que je réessayerai un petit peu l'Assommoir, au Bonheur des Dames, ou Nana, ça me tente. Tu as lu Mais, quoi de lui? j'ai lu l'œuvre. L'œuvre, Ah, c'est une d'accord. histoire, tu sais, sur un peintre un peu maudit, c'est l'échec, en fait, d'un peintre qui représente l'impressionnisme, tu vois. Mm. Et il s'est beaucoup inspiré de la relation qu'il avait avec Cézanne. Et en fait, le Ok. personnage de Claude Lantier dans le livre, le peintre, qui, qui représente un peu ce mouvement d'innovation dans la peinture, le livre, il est complètement à contre-courant. Enfin, ce qui est bizarre, c'est la représentation de l'artiste maudit qui échoue. Dans la réalité, c'était pas ça du tout. Enfin, c'était bon, certes, je sais plus exactement quand l'œuvre, ça a été publié en 84, je crois. Donc, certes, les impressionnistes, ils étaient pas déjà, et même enfin là, on a été plutôt juste après. C'était pas le gros succès, mais en tout cas, c'était un monde un peu plus structuré que trois, quatre gars qui étaient complètement fous et qui font des trucs et qui échouent. Ils échouent en permanence. Enfin, comme tu dis, c'est très manichéen, c'est très ou tout noir ou tout blanc. Enfin, souvent tout noir dans l'œuvre de Zola, quoi, où il y a rien qui va. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est il arrive à créer des images qui sont un peu frappantes, tu vois. C'est vraiment quand il dépeint une scène ou quelque chose, il arrive vraiment c'est très vivide, très vivant, vif. Il y a du mouvement, il utilise des couleurs aussi. Bah, C'est tu un sais, aspect de son œuvre que j'ai beaucoup aimé. dans mes recherches pour la thèse, c'est pas entré dans ma thèse finalement, mais j'ai lu un peu autour de l'influence entre le roman et le théâtre. Et en fait, Zola, il a écrit aussi des pièces de théâtre adaptées de ses romans. Et donc, souvent, il pensait en termes visuels pour que ça puisse Ah oui, s'adapter plus ouais. facilement à la scène. Et donc, je sais pas, pour Germinal, par exemple, peut-être ça a été adapté pour le théâtre, mais j'imagine mal comment il aurait fait ça. Mais l'Assommoir, euh, Ouais. qui a lieu autour de la boutique de Gervaise. Donc, euh, c'est un roman qui respecte presque l'unité de lieu et de l'action et tout ça. Donc, il a un côté théâtral. Euh, mais je pense que ça, oui, le côté visuel a une relation avec son intérêt pour le théâtre aussi. Pas juste ça, Ouais. mais je me demande si ça fait pas partie de ça. Moi, j'ai... Ah, euh, attends. T'étais en gel là pendant un petit moment. ok, là, ça devrait aller. Ouais, c'est bon, ouais. Ok. Non, je disais juste que le côté visuel de son œuvre est peut-être en rapport avec son intérêt pour le théâtre et la représentation théâtrale. Ouais, c'est pareil. Ah. Attends, il y a des petits soucis encore. Je vais noter. Tac. Je vais peut-être fermer des onglets. 13 minutes. Ouais. Ok. Ok. Là, je t'entends. Donc,
Ouais, tu m'entends? Bah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, non, je disais juste que le côté visuel de son œuvre est peut-être en rapport avec Ouais, son le intérêt théâtre. aussi pour le théâtre. Hmm. Euh, Ouais. Oh, du coup, tu veux qu'on passe au livre d'aujourd'hui? ouais. Et c'est quel livre, Ben? Alors, le livre s'appelle Cartoons. Et là, Ça se lit comme ça. ouais. De Kit Schluter. C'est un écrivain américain contemporain. Et Quelqu'un te l'a recommandé ou tu l'as trouvé comment? non, c'est par hasard. Enfin non, c'est pas par hasard. C'est que je suis quelques YouTubers qui parlent de bouquins. Et, euh, je me suis dit, tiens, en fait, comme on fait la bibliothèque franglaise, je me dis c'est intéressant, on parle beaucoup de classiques, ou en tout cas d'auteurs qui sont déjà bien connus. Et je me disais, ça serait bien qu'on trouve un auteur qui est pas très connu, quoi. Mais bon, c'est vrai que moi, depuis chez moi, c'est compliqué d'avoir accès aux ressources. Faut que je cherche longtemps. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je regarde les podcasts, les vidéos YouTube, des trucs comme ça. Et là, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Chris Via, qui a la chaîne Leaf by Leaf. C'est un Américain, donc. Et il avait fait c'est un gros YouTuber, mais il a fait une revue de ce bouquin. Et, euh, et en fait, le thème du cartoon, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et je m'étais déjà dit en regardant Rick et Morty, qui est quand même une dimension euh, artistique, littéraire, En vraiment, plusieurs dimensions. ouais, ouais, il y a beaucoup de dimensions. Euh, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, tu vois. Et donc, du coup, le titre m'a intrigué. Et j'ai regardé rapidement de quoi il retournait, quoi. J'ai regardé la vidéo, je sais pas si j'ai regardé en entier, mais en tout cas, je suis allé voir sur le site de l'éditeur. Et je me suis dit, tiens, c'est pile pour nous, quoi. C'est un bon format, ça a l'air d'être pas mal. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de tenter. Et donc, au final, voilà, je trouve que c'était une bonne, j'ai eu un bon instinct, quoi. Moi, je me suis régalé à la lecture. Donc c'est pas vraiment un roman, c'est en fait des cartoons, c'est une collection on pourrait dire d'écrits courts. Je sais pas si on peut appeler ça des nouvelles, certainement des nouvelles, des micro-fictions, il y en a qui sont vraiment minuscules. Ouais. Bon, en anglais, j'aurais dit des vignettes. Ouais, Comme ouais, ouais, comme des cartoon vignettes. Yeah. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Et c'est dans une veine en plus. Ben, je trouve que ça va bien pour le podcast, pas particulièrement pour la bibliothèque franglaise, mais pour nos goûts à nous, où j'ai l'impression qu'on aime bien. euh, quand il y a un peu de la psychologie, quand c'est un peu baroque, quand il y a des renversements de perspectives, des récits de rêve, ce genre de choses, et puis ça marche bien, quoi. Enfin, voilà. Toi, c'est quoi tes premiers retours là de lecture? Bah, avant de lire, en fait, j'ai fait quelques recherches sur l'auteur, qui est, bah, c'est un auteur américain, mais qui vit à Mexico City, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qui est principalement traducteur. Donc, il a écrit et poète. Donc, il a euh, publié des recueils de poésie et puis cartoons et son livre le plus récent. Euh, et bah, après avoir un peu digéré cette information en lisant le texte, donc on peut appeler ça des récits courts ou des vignettes. Mais pour moi, c'était aussi comme de la poésie parce que c'est quelqu'un où on sent qu'il prend du plaisir à, à, à composer ses phrases. On a presque Ouais, l'impression que c'est ça qui l'intéresse le plus. Euh, donc, le fait de, de créer très soigneusement son syntaxe, ses phrases, et puis de juxtaposer des images dans chaque phrase euh, de façon absurde ou inattendue. Donc il y a quelque chose de très inattendu dans chaque histoire, une logique, tu as dit, une logique onirique ou de rêve.
Euh, et bah, une des questions qui me vient toujours à l'esprit quand je lis des textes qu'on peut qualifier d'absurdes ou d'onériques, c'est de savoir s'il y a quand même une logique en dessous des motifs qui sont présents à travers les textes différents, parce que souvent on dit onirique pour dire que ça n'a pas de sens, ou Ouais, ouais, ouais. ou il fait n'importe quoi et c'est un peu absurde. Donc ce sont des termes bah, qui sont un peu difficiles à définir et qui fait abstraction du fait qu'il y a bah, un art ou une logique en dessus. Et donc une chose que j'ai constatée, il y a euh, euh, bien sûr le côté onirique, et euh, on peut ressentir ça à travers le fait, par exemple, que les personnages principaux sont souvent euh, des objets ou des animaux ou il y a des changements abrupts de perspective, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans la vie réelle. Il y a aussi un côté, je dirais presque une anxiété. Il y a quelque chose, c'est très comique, mais il y a aussi quelque chose d'assez euh, noir, de effrayant dans, euh, et grotesque dans ces Ouais. récits. Euh, donc il y a quand même une logique de construction et, euh, et je me demande, donc c'est un poète, c'est quelqu'un qui écrit des récits courts. J'aurais du mal à imaginer étendre plus de 3 ou 4 pages ces anecdotes. Donc il y a quelque chose de, comme j'ai dit, c'est basé sur l'invention au niveau de la phrase ou la juxtaposition des phrases. Et, euh, et donc euh, euh, donc On pourrait dire, nécessairement, ouais, vas-y. non, mais oui, on pourrait dire aussi, enfin, lui, il l'annonce d'emblée. Je me souviens, une chose que j'avais beaucoup aimé, c'est la préface, bah, tu sais, dans pas mal de textes, même 16e, 17e, 18e, les préfaces d'auteurs sont très importantes Mm. pour guider un peu, pour circonpasser la censure, quoi, et pour donner au lecteur une idée, fausse ou pas, hein, de ce qu'il va lire. Et là, donc, dans la petite préface, il y a quand même bah, l'idée, la logique, comme tu parlais, comme tu disais tout à l'heure, la logique de l'onirisme, c'est une logique de renversement de la perspective. Ça aussi, tu l'as évoqué. Et donc, il raconte cette expérience où il manque de tomber dans une bouche d'égout. Et là, il voit que la bouche d'égout, elle grouille de cafards. Et là, il réalise que dans ce mouvement-là, de ce mouvement continu, ce grouillement, en fait, ça, c'est une puissance vitale, une puissance de vie. Et donc, au final, il tient qu'à lui de soit d'avoir été, soit de tenir à sa perspective normale et d'être effrayé par cette chose-là, ou au contraire, de changer sa perspective, de prendre le temps de regarder ce qui se passe et de voir qu'en fait, bah, ces cafards, ils sont encore plus représentatifs de la vie que sa vie à lui d'être humain, tu vois. Et Et donc du des coup, cafards qui grouillent et qui se cannibalisent oui, dans... oui, oui, ouais, qui se cannibalise. Ouais, donc voilà, là on est vraiment dans quelque chose qui est complètement inhumain et dans le morbide même un petit peu. Et mais sauf que c'est un morbide, encore une fois, qui est pris du point de vue vital. Donc par exemple, on a toujours bah, cette ambivalence sur ce que c'est la vie, ce que c'est de grandir, de pousser. Par exemple, je pense à la 2 ou la troisième vignette, tu sais, du type qui se transforme en plante ou qui est une plante, Mm, qui a ouais, des ouais. trucs dans les mains là. Et donc, on sait jamais vraiment si on est en vie ou si on est en train de mourir. Il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de sang, j'allais dire de coupe, de découpage. Euh, Mais pas beaucoup de et sexe. ouais, ouais, il y a beaucoup de sexe aussi.
ou, ou j'allais dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas Ah, souvent quand on pense à, ou à mon avis, il aurait pu y avoir plus oui, 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 non, non, ouais, non, si non, ça faisait partie t'as raison, vraiment d'une imaginaire onirique. ouais, Euh, non, non, il y a j'ai réagi quelques, il y a beaucoup de sexe, mais non, non, ouais, non, non, il y a pas, il y a pas tant que ça. Non. Mais ouais, non, mais t'as raison, c'est vrai que c'est assez rude dans cette perspective-là. juste Mais un autre note sur ah, tu peux ouais, non, non, vas-y, terminer. continue, Ouais, continue. juste une autre note sur le préface, c'est que bah d'abord en lisant le préface, on se demande déjà si on est euh, s'il joue avec le lecteur, si c'est vraiment un préface ou c'est le premier récit, parce Ouais, ouais, que ouais, il nous présente une image bah, qui est un peu sur le seuil entre le réel et l'imaginaire et l'onérique. Et, mais il y a aussi des éléments où on se rend compte qu'il nous donne quand même des détails sur sa vie réelle, le fait qu'il habite dans le Mexique, euh, qu'il est l'auteur du livre. Et puis, bah, à la fin euh, du préface, il y a une autre remarque qui m'a un peu guidé dans mon lecture du texte. Il dit que ce sont des scènes ludiques dans lesquelles il a mis en scène des questions qu'il se posait et pour les mettre à distance et pour les regarder comme un spectateur. ouais, Donc on peut se demander, en lisant le texte, quelles sont les questions qu'il se pose. Et, et pour moi, c'est aussi ce côté bah, que chaque texte, dans un sens, exprime où il y a une anxiété qui bouillonne en dessous de chaque texte et qui a à voir avec le fait que bah, il se pose des questions euh, sur plein de choses. Je sais pas exactement si je pourrais même formuler quelles sont exactement les questions qui se posent, mais souvent c'est en lien avec ses relations avec les relations familiales, avec l'identité, avec sa relation avec son passé. Euh, donc il y a toutes sortes de questions. Oui, donc en lisant chaque vignette, je me disais je me demandais quelle était la question qui se posait à chaque fois. Et je ne sais pas s'il y a une question ou si c'est cohérent à ce point, mais c'est le cadre qu'il nous donne, que ce sont mais des questions qui se posent sur soi-même, qu'il met en scène, et pour les mettre à distance et pour les analyser de façon un peu plus intellectuelle ou pour les mettre à distance. ouais, non, mais c'est absolument ça. Et d'ailleurs, je me disais aussi, ça, c'est un point que je voulais aborder, c'est que je me suis posé la question de classifier. Souvent, quand il y a des choses un peu oniriques ou baroques comme ça, quand c'est un auteur contemporain, on va le classer dans le mouvement postmoderniste, tu vois. Et là, en fait, je me suis dit, il y a quand même une dimension intéressante, c'est que ça fait un peu la synthèse d'un écrit postmoderniste, dans le sens où le postmodernisme, c'est très ça utilise un langage très recherché, c'est très volubile. Schluter, il utilise un registre de langue parfois très, enfin, ça varie très largement. Ça peut être un registre de langue très recherché, avec un certain usage des mots très précis, beaucoup d'adjectifs, et d'autres récits vont être beaucoup plus froid, beaucoup plus plat, beaucoup plus écriture blanche. Et en même temps aussi, bah, ça fait la synthèse entre cet aspect-là du postmodernisme, d'inventivité créative, et en même temps, on pourrait se poser la question de savoir si c'est pas un peu de l'autofiction, mais au sens propre, tu vois, ou à un sens même en prenant le mot autofiction au mot, c'est-à-dire, pour avec un mauvais jeu de mots, c'est-à-dire vraiment des fictions à partir de soi, et donc prendre ces questionnements, prendre même, et même parfois je suis même pas sûr que ce soit des questionnements, mais je pourrais revenir là-dessus plus tard. Enfin, je sais pas le questionnement en lui-même, mais plutôt la forme du questionnement. Et donc en fait, ouais, voilà, il y a une petite synthèse entre quelque chose de très narratif, très inventif, et en même temps très personnel.
Mm, Et donc là, on aurait vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment presque, je pense qu'il a pas fait, c'est peut-être pas son intention, mais en tout cas, c'est assez drôle de se dire voilà, c'est de l'autofiction, mais c'est vraiment de l'autofiction. Tu vois, il y a pas de repère objectif de qui est qui, des noms, des prénoms, des machins. Tout est changé et tout ce qu'il garde, c'est le squelette, la forme de ce questionnement, comme tu disais. mm. Et puis aussi, je sais pas si toi, en lisant, tu as constaté une structure dans l'ensemble. Parce que je pense que c'était des vignettes écrites et publiées dans des magazines au cours de plusieurs années qu'il a Ouais. rassemblées. Et je me demandais s'il y a une logique dans la construction ou dans la structure du recueil. Une chose que j'ai constatée, c'est que bah, dans le premier texte, c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire qui est autofictif dans le sens où l'auteur se met en scène lui-même. Oui. Et plus qu'on avance, bah, les premiers récits se passent un peu comme ça, et puis on s'éloigne du personnage de l'auteur. On commence à se mettre dans la perspective d'objets, plus d'objets ou d'animaux. Et donc ça ne devient pas plus abstrait, mais ouais, on s'éloigne de la vision pas un peu classique de l'autofiction où l'auteur se met en scène lui-même. Ouais, Euh, ou c'est dans l'autofiction entre guillemets classique, c'est plus auto que fiction. oui, oui, Parce que oui. là, il y a un effort pour vraiment lier les deux ensemble, j'ai l'impression. Hmm, ouais, c'est ça. Et donc, et le premier récit, c'est celui où on peut se dire que où le principe d'un questionnement sur l'identité est le plus euh, facile à repérer. Donc, dans la première vignette, c'est lui dans son appartement le jour de son 30e anniversaire. Et il dit à ses amis qu'il veut voir personne, il veut passer la journée tranquille chez lui. Et il est avec son chien. Et il entend quelqu'un frapper à la porte et il ouvre. Et c'est trois versions de lui-même. C'est lui à 20 ans, c'est lui à 10 ans et lui à 0 ans. Euh, et il est un peu embarrassé. Il leur dit de entrer quand même. Et le chien finit par faire basculer le berceau et l'enfant le petit enfant meurt qui entraîne la mort de tous les autres versions de lui-même. Et donc, je ne sais pas quelle exactement est la question qui se pose, mais on peut se dire que oui, il y a un questionnement sur le fait de vieillir et l'inconstance de l'identité. Euh, euh, donc, euh, de savoir si notre personnalité change avec le temps et de voir si on peut vraiment, si on a toujours un lien avec les versions passées de soi-même. Donc, dans ce premier récit, il y a un questionnement assez cohérent, assez facile à saisir. Et c'est de moins en moins évident puisque le recueil avance. Mais voilà, le premier récit de... Mais il y a aussi un truc qui est intéressant, et ça, c'est peut-être la logique qu'il y a dans tous ces récits, c'est il y a un aspect aussi très, matérialiste presque, dans le Hmm, sens où, bon, c'est un peu une comédie un peu, enfin, cette burlesque. vignette-là, burlesque et noire. Et en fait, il y a la mort du personnage qui est entraînée par ce chien-là, tu Hmm, vois, ce chien qui défonce tout dans sa baraque, tu vois, et qu'il a trouvé ou elle a trouvé, je sais plus, je sais que c'est Shoki, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, c'est marrant parce que du coup, c'est le chien, donc un événement complètement trivial, qui va bousculer le bocal et qui entraîne la mort du personnage, tu vois. Et la mort qui est quand même, bon, c'est un événement sérieux. Et il y a donc, et c'est souvent, il y a souvent cet aspect de trivialité qui vient déranger le sérieux ou l'organisation du quotidien, tu vois. Comme si la réalité ne tenait que, il y avait une espèce d'apparence sociale, quoi, ou une apparence, comment dire, une espèce de théâtralité de l'apparence, de mettre
mettre en scène la réalité pour que ça ait une cohérence, mais que un événement enfin, un peu ridicule et trivial vienne mettre à terre cette vision de la réalité, quoi. Et là, bah là, ce qui vient de mettre à terre, c'est aussi le questionnement sur l'identité. Ou à 30 ans, tu fais une petite crise d'identité quand tu vois, ce qui est vrai, tu vois, mais en même temps, j'ai l'impression qu'à 30 ans, il y a toujours ces moments, enfin, toi ou moi ou n'importe qui, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, machin, blablabla. En même temps, tu te dis, il me reste quand même énormément de temps à vivre, quoi. Donc c'est pas sérieux tout ça, quoi. Oui, c'est pas tragique, c'est juste un moment où on se pose plein de Ouais, questions sur l'avenir et sur c'est le de la passé. tragicomédie, ouais, Ouais. ou de la tragicomédie, ouais. Ça me fait, moi, il y a un récit que j'ai beaucoup aimé aussi, enfin, il y a deux choses, on parlait attends, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, pas sur cette première vignette. Non. Euh, il y a, il y a aussi un jeu sur la forme, et je voulais checker avec toi. Bon, je pense que c'est volontaire, mais tu vois, page 99, le texte radio, on est d'accord que le texte s'efface petit à petit. Ouais. Et, et il y a cet aspect-là qui est intéressant. Parce il y a plein d'effets qui sont faits verbalement. Mais là, c'est un effet typographique qui est intéressant et que j'avais jamais vu jusqu'à présent. Ça a peut certainement déjà dû être fait avant, hein, j'imagine. Mais en tout cas, là, ça marche bien. Tout ce qui est tenté, souvent, la littérature expérimentale, on se focalise sur l'expérimentation sans trop se poser la question du résultat. Et là, ça marche tout le temps, quoi. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi les illustrations. Ouais. On n'avait pas évoqué la fait qu'il y a des images ouais, dans Ouais. le livre aussi. Et il y en a une que j'aime beaucoup. Ouais, c'est celle-là. Et pareil, tu sais, sur la question des détails triviaux. Tu vois? Moi, ça me fait penser. Bon, ça te fait penser à quoi, toi? Bah, à des droits, à Ouais, on dirait des, des doigts. Et tu sais, ou à essayer de trouver des l'étrange. intestins, à des Ouais. intestins aussi, des boyaux. Mais ouais, ça me faisait penser tu sais, aux peintres qui s'entraînent à peindre des détails, tu vois, des mains, des trucs comme ça. Mais Hmm. là, c'est juste la répétition d'une pliure de doigts. Et cette chose-là complètement anodine, elle prend une dimension un peu, étrange. Tu vois, uncanny. Yeah. Euh, c'est drôle. Et c'est un peu ce qu'il s'attache à faire dans ces vignettes, quoi. Mm. Donc, est-ce qu'il y a dans un récit Ouais, il qui y t'a en vraiment a, frappé? il y en a un très court que j'avais envie de lire. C'est vers le début. Civil Discourse. Ouais. This morning I had to punish my dog for the mess she made while I was sleeping, putting her by the scruff of the neck toward all the things she'd destroy. I asked, "Do you eat my books and break my dishes and piss in my shoes all because you can't talk? I watch you ruin everything around you too, and you can talk." She answered, but I didn't understand. Donc là, on a le changement de perspective. Et du coup, ça pose la question du statut du narrateur, tu vois. Hmm. C'est un peu paradoxal. Il peut pas savoir ce qu'elle est en train de dire. Ouais, Mais tell me, I shouted. When you can talk, she said. You're not expected to know how to make yourself understood. Shouldn't it be easy to see that's not the case? But I didn't understand, and so I continued shouting. Et, ouais. Et là, tu vois, je trouvais ça intéressant parce que, bon, là, on voit que comment dire, le narrateur, il est conscient du paradoxe. Mais c'est plutôt, ça interroge notre relation aux animaux, tu vois. On voit souvent des gens qui crient sur leurs chiens, qui crient ou même sur des enfants en bas âge ou quoi. Et,
Et donc, du coup, on peut s'imaginer facilement que le chien, ce qu'il pense ou ce qu'il essaye de communiquer, c'est, mais je comprends pas ce que tu veux dire. Je ferai Ouais. tout ce que tu veux, j'arrêterai, mais je peux pas. Bah, un des récits qui m'a le plus frappé, c'était aussi ça tournait autour d'un changement de perspective. C'est à la page 27. C'est l'histoire pas de la cuvette de toilette. Donc le narrateur, il pisse dans la cuvette des toilettes Voilà. et une Ah version oui. de lui en petit sort de la cuvette pour lui dire ah, tu me pisses dessus. Et puis le narrateur, il sent sur son dos de l'eau qui flotte sur lui et il regarde et c'est une version plus grande de lui-même qui pisse sur lui. Et, euh, et on comprend que euh, ça continue dans les deux directions et donc ils doivent discuter ensemble pour que ça s'arrête. Et c'est complètement ludique et absurde, mais il y a aussi, je sais pas s'il est en thématique, c'est l'auto, like self-sabotage or something, like, L'auto-sabotage. l'auto-sabotage. Euh, et, euh, et donc, je sais pas, je pense que ça m'a juste frappé parce que c'est assez difficile à relier à une thématique ou une questionnement particulier, mais on sent qu'il a juste pris du plaisir à imaginer cette situation euh, et de, qui est, euh, qui est sorti de cette logique de perspective qui s'applique dans beaucoup de manières différentes à travers ces différents récits. Je pense que c'est ça, c'était juste la simplicité de ce récit Ouais, qui m'a c'est très frappé et qui simple et m'a très plu. puissant. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, parce que ce que des gens ont pu reprocher au postmodernisme, c'est d'être trop formel, de trop jouer sur la forme et Mhm. d'afficher un certain esprit de cynisme. Mais là, en fait, là, j'ai l'impression que dans la boucle, dans l'enchâssement d'histoire, tu vois, d'avoir un mec qui se fait pisser dessus, qui se fait Ouais, pisser c'est la dessus, qui se mise fait en pisser dessus. abîme. Ouais, ouais, la mise en abîme dans les chiottes. Au final, au final, il y a une issue à ce truc-là. Il suffit qu'on se parle et qu'on arrête de faire ça, tu vois. Comme s'il y avait une dimension un peu morale ou éthique, Oui, ouais. en lien avec les problématiques politiques de l'époque aussi, quoi. Après, je pense sincèrement que le procès qui est fait aux œuvres postmodernistes d'être trop cynique et de pas être assez, de pas proposer de solution, je pense que c'est un mauvais procès, un faux procès parce que il y a toujours, même dans l'ironie ultra amère ou dans le cynisme affiché, c'est toujours un pseudo-cynisme. Il y a beaucoup de, enfin, il y a un peu plus de profondeur que ça, quoi. J'ai l'impression. Il y a toujours le côté ludique Mais ouais, qui, non, il y a toujours, ouais, ouais. euh, qui est un peu le pendant du côté cynique. Et donc, ouais, ou qui contrebalance le cynisme. Euh, Ouais. euh, Ça, j'ai trouvé ça excellent. Il y en a une autre aussi que j'aime bien, c'est, attends. Ah oui. Celui sur le parapluie. ah ouais. Ça, j'adore. Juste le début. Parce que là, il y a un point que j'aime beaucoup aussi, que je vois assez peu souvent, mais quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ça s'appelle An Umbrella, un parapluie. Et là, je vais lire les quelques premières lignes. When I was a little umbrella, everyone always told me I had a martyr complex. I understood it as martyr's complexion, and I didn't know what they meant. So I read about it, and that whole afternoon, I read about martyr saints. Et donc là, déjà, ça commence par un malentendu entre complexe et complexion. Mm. Et, et ça, ce complexe, bon, le complexe en français, complexion, c'est l'aspect physique, non, c'est ça? Ou de la couleur Ouais, de peau, plus ouais, précisément. la couleur du peau. Ouais, de la peau. La Ouais. couleur de la peau.
Et, et là, il fait la synthèse des deux. As it turned out, the saints came in all different colors, but I couldn't find a purple one like myself. Et, euh, et, et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que là, on a quelqu'un qui voit la réalité de manière fautive et qui a du mal à interpréter ce que les gens disent de lui. Et donc, du coup, ce personnage, il va aller de mauvaises interprétations en mauvaises interprétations, de problèmes, de ceci, de cela. Et il va y avoir tout un réseau d'aventures ou Malentendu. de mésaventures et de malentendus qui vont, ouais, enfin, de malentendus qui vont être à l'origine de ces mésaventures-là. Mais en même temps, il y a une logique derrière parce que son identité est basée sur un malentendu parce que Mhm. euh, donc l'histoire de la parapluie, c'est que c'est un parapluie mais qui déteste euh, la pluie. La Il ne veut plus. pas être mouillé. Et il explique que le mot pour umbrella en français, c'est parapluie, qui veut dire de arrêter la pluie. Mais en anglais, le mot ombrelle, ça veut dire de jeter des ombres. Donc le mot en français existe aussi, c'est une ombrelle, c'est pour... euh, euh, mais pour lui, c'est absurde qu'en anglais, on appelle ça un umbrella, quelque chose qui jette de l'ombre, mais qu'on les utilise pour arrêter la pluie. Donc c'est un peu absurde qu'on utilise le mot umbrella en anglais pour un objet qui en fait est pour arrêter la pluie parce que lui, il s'identifie plus à cette idée de jeter de l'ombre, de bloquer le soleil que de bloquer Ouais. la pluie. Et donc il y a une confusion aussi linguistique Ouais. et il est coincé un peu euh, par cette identité, par l'utilisation qu'on fait des umbrellas et le mot, le sens du mot qui le désigne. Um, donc il y a une mauvaise traduction qui, qui, euh, qui l'empêche de vivre pleinement son identité. Ouais, non, mais Et c'est ça. Et puis, non, mais, et puis ce qui est drôle aussi, c'est en fait, on est toujours bloqué entre la définition du dictionnaire et enfin, aujourd'hui, enfin, l'étymologie. umbrella, mais l'étymologie, le contexte, le ceci, donc ouais, le sens, on est un peu perdu. Il y a de la confusion là-dedans. Hmm. Et là, on a un personnage qui prend tout au pied de la lettre, et non, puis qui naît, comme tu dis, qui naît avec un problème, c'est que lui, il aime pas L'eau. l'eau et du coup, et voilà, les gens le forcent à faire ce qu'il a pas envie de faire, alors qu'au final, c'est complètement ridicule. Il pourrait faire autre chose, quoi. Hmm. Il suffit de réfléchir, de changer de perspective. Mais ce récit m'a fait penser aussi à sa relation à la littérature de l'absurde, ou même Mhm. à l'absurde parce que la parapluie. Bon, on pense au tableau de Magritte, par exemple, euh, qui met souvent en scène des parapluies, et c'est un objet qui est assez absurde parce que même si c'est pour bloquer la pluie, c'est pas très efficace. C'est un objet assez étrange que tout le monde a, mais personne s'en sert ou que ça marche pas très bien. Donc il y a quelque chose déjà assez absurde dans l'objet même de la parapluie, et ce n'est pas le premier à le constater. Ouais. Euh, et donc il y a, ouais, on sent une certaine influence de l'héritage de l'absurde dans les arts visuels et littéraires aussi. Parce que je pense que même dans Nadja de Dans le André breton. Breton, il y a aussi une parapluie, donc il y a un parapluie qui joue un certain rôle dans ce roman. Il y a Euh, aussi, tu sais, la fameuse métaphore de Lautréamont, la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table d'opération, je crois, quelque chose comme ça. d'accord, je Je connais sais plus pas. exactement le truc, mais il y a un parapluie dans l'histoire, quoi. En fait, c'est le régime des objets en général, quoi, où c'est toujours un petit peu étrange, un peu,
dès que l'objet il sort de sa fonction première, bah quelque part il perd son utilité, mais en même temps, bah du coup il devient étrange, quoi. Et puis, juste au sujet des influences possibles sur l'auteur, je sais pas, est-ce que tu connais le récit de euh, Georges Louis Borges, Pierre Ménard, auteur Ouais, du Quichotte? ouais, Donc, c'est un récit de Borges qui, euh, sur Pierre Ménard, qui est traducteur et qui veut réécrire le Don Quichotte de Cervantes au XXe siècle, mais à l'identique. Donc, c'est-à-dire de ne pas traduire de l'espagnol en français ou anglais, mais de réécrire son texte à l'identique au XXe siècle. Et donc, c'est une tâche assez absurde qui s'est fixée, mais il y a une histoire dans, dans Cartoons qui parle d'un traducteur. C'est The Immaculate Translation. Je ne sais pas si ça. oui, ouais, 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 c'est ça. Donc, il y a un professeur de traduction euh, qui dit avoir fait une traduction parfaite d'un auteur espagnol, donc ouais, de ouais, ouais. l'espagnol en anglais. Et donc, ses étudiants lisent le texte et ils constatent que bah, c'est écrit en espagnol, mais ceux qui ne parlent pas espagnol sont capables quand même de le lire comme s'ils parlaient espagnol. Donc, il n'y a pas le problème qu'on rencontre souvent dans les traductions où il y a quand même des malentendus ou des choses qui ne correspondent pas exactement à la langue d'origine. Mais là, on ne sait pas comment il a réussi à surmonter cet obstacle. Euh, mais avant de divulguer son secret, il meurt. Je ne sais pas s'il est écrasé sous un bus ou quelque chose. Mais donc, il y a sans doute une inspiration venant de Borges et d'autres auteurs hispanophones, un peu absurdistes ou même postmodernes. Je ne sais pas comment on qualifie Borges. Ouais, peut-être le surréalisme magique, magical realism, ou le réalisme magique, peut-être. Je Peut-être. sais que les auteurs d'Amérique du Sud. Mais en tout cas, ouais, t'as raison. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que je pense que c'était dur d'arriver à écrire une espèce de version personnalisée de ce problème-là. Parce Mm. qu'au final, bah, comme tu disais, Schluter, il est traducteur, lui. Donc, il doit être confronté à ce problème-là, de se dire, mais bah, en fait, quand on lit une traduction, on lit pas le texte de l'auteur d'origine, on lit le texte du traducteur, quoi, Mm, c'est qui est ça. censé ressembler à l'autre. Et là, c'est un peu tragique parce que du coup, on a cette espèce de figure d'auteur qui dit à tout le monde, et personne ne le croit au début, qu'il a enfin réalisé la traduction parfaite. Et on sent un peu la détresse et le désir en même temps d'arriver à communiquer quelque chose. Et de suite, bah, comme on sait que c'est impossible, euh, bah, de suite on sent un peu toute la détresse et le spectacle un peu psychologique de se dire, voilà, je m'embarque dans une aventure impossible. Et je trouvais que c'était vraiment, ouais, non, ça m'a ému autant que quand j'ai lu celle de Borges, quoi. Mais toutes les histoires qu'il y a dans le livre, je les trouve vraiment puissantes à plein de niveaux, quoi. Celle de, je sais pas si tu te souviens, enfin, on a déjà, je crois, évoqué rapidement au début, le, mince, j'ai tapé dans la table. Euh, celui du mec qui pousse dans la haie, là. Tu sais, qui a il a des petits, Des bourgeons ouais, les bourgeons dans dans la sa main. main. Ouais. Et tu vois le rapport qu'il y a avec cette femme qui dans un rêve, elle rêve leur relation, et quand elle se réveille, elle va le voir pour essayer de le sauver, et là et ça, ce mix de transformation, tu vois, en quelques phrases, il arrive à évoquer, à exprimer des sentiments assez forts, tu vois, et c'est très prenant.
C'est cette position de cette femme qui se rend compte qu'il y a une histoire d'amour qui lui est passée devant, enfin, qu'il y a quelque chose qu'elle a tenté de faire et Oui, qui est-ce que tu est, peux raconter rapidement pas euh, alors, c'est l'histoire donc d'un gars qui a des bourgeons dans les mains et il à se chaque fois lave les qu'il touche mains? l'eau, qu'il Ouais, se lave les chaque mains, fois. ben, ça pousse. Donc, du coup, il arrête de se laver les mains et au final, petit à petit, il est recouvert de crasse De et terre. de terre. Et au Mm. final, petit à petit, il est complètement dissimulé sous une couche de végétation. Et il y a une employée je crois il est dans un parc ou un truc comme ça, je sais plus exactement où il est. Et il y a une employée qui est chargée Taillé. du maintien, de tailler les branches, Mm. qui lui coupe un membre, je sais plus ce que c'est exactement. Et du coup, elle entend un cri, il y a du sang qui sort, et en fait, c'est ce gars-là. Et donc, au final, le gars lui demande de le nettoyer, elle le nettoie. Là, je me souviens plus exactement ce qui se passe, mais au final, elle rentre chez elle. Et là, elle se met à rêver que, qu'il y a toute une relation qui se passe avec le gars. Et au final, dans son rêve, le gars, il meurt. Et après, dans la réalité, il est mort également. Et donc, au final, elle essaye de le rejoindre. Quand elle se réveille, elle essaye de le rejoindre. Et au moment où elle le rejoint, euh, euh, le- l'amour est impossible. La relation est finie, quoi. Enfin, elle est finie sans avoir commencé. Et le seul moment où elle a commencé, c'est dans un rêve. Et ça, j'ai trouvé ça hyper puissant sur le fait que quand on vit des situations, on se projette, on a toujours tendance à se projeter, en fait, à imaginer en même temps qu'on est en train de vivre la chose. Et parfois, bah, la réalité, elle nous passe sous le nez. Et donc, du coup, on se retrouve, au moment où on se réveille, au moment où on commence à réaliser la réalité de la situation, bah, la situation est déjà partie. Et là, c'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière. Ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment bluffé. Et puis il y a aussi une thématique de hydrophobie dans, dans les récits. C'est peut-être une blague. Bah, je sais pas, il y a la parapluie qui n'aime pas la pluie, il y Ouais, ouais, a ouais. Il n'y a pas quatre d'alcoolisme, mais il y versions a de lui-même l'hydrophobie. qui se font pisser dessus. Je sais pas. Il y a une Ouais, thématique autour de l'eau. ouais. Um, mais là, ce qui m'a frappé aussi dans ce récit, c'était bon, dans Francion de Charles Sorel, c'est un des textes sur lesquels je travaille dans ma thèse. Il y a une séquence de rêve. Et il y a une partie du texte où le narrateur, il, il se trouve parmi un race de monstres qui l'amène devant le roi. Et le roi, il a comme un buisson qui sort du nez. Et pour honorer l'invité, on lui donne des ciseaux pour couper le buisson, donc pour entretenir le buisson sur le visage du roi. Et Tu par parles de moi quand tu maladresse, dis ça? ah non, non. Euh, mais par inadvertance, il coupe le pénis du roi. Et donc, et puis il coupe le nez aussi, le buisson sur le visage qui commence à saigner. Et donc il y a, je sais pas si ça fait partie, juste comme c'est un texte qui date du XVIIe siècle, il y a quelque chose dans l'imaginaire onirique, Ouais. euh, pas le peur, pas de la castration, mais aussi de, de l'étrangeté des autres formes de vie non humaines et presque Mm. une peur de se mêler à ces autres formes de vie ou d'être pénétré. Parce qu'à la fin du récit de Sholter, si je me rappelle, si je me souviens bien, quand la femme, elle va, après s'être réveillée, elle va chercher l'homme, elle commence à creuser dans la terre et elle voit son visage et il y a des vignes qui sont entrées dans sa bouche et une Ouais, fleur ouais, ouais. qui en Ah oui, sortent ouais, 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 et ouais, ouais. elle se rend compte à ce moment-là qu'il est mort et qu'il a été Ouais. bah, mangé par la végétation. Euh, donc il y a des images assez horrifiques. Et même la forme du buisson dans ses mains, les bourgeons, elle explique que ce sont comme des Oui, angles ouais. qui se sont retournés sur eux-mêmes pour faire comme des bourgeons.
Et donc, c'est une image qui est un peu effrayante quand même. Ouais. Ouais, non, absolument. Absolument. Et puis, je me dis peut-être pour terminer, on peut évoquer la fin du livre Hmm. Ouais, on où peut le il y lire, a, c'est très rapide. Tu veux dire le... ça, non, Ça? ça là, où il dit c'est à votre tour de Ah oui, raconter les vôtres. ouais, ça aussi. Oui, donc il laisse la place au Voilà, il laisse lecteur la de... place au lecteur de devenir écrivain et de raconter ses. Ça, je trouve ça vraiment génial parce que c'est, bah voilà, j'ai l'impression que souvent il y a, on parle de, comment dire, d'abolir les frontières, tu vois, de la littérature qui est un peu expérimentale va casser ce piédestal entre l'auteur d'un côté, et le lecteur de l'autre. Et là, bah, là, il y a une véritable invitation de la part de l'auteur, qui fait confiance à son lecteur de l'avoir, bien lu, mais dans le sens où, bah, d'avoir, je pense, profité et d'avoir, puisé ce qu'il y avait à apprendre dans ses écrits, et en même temps qu'il l'invite, bah, et qui croit en l'intelligence de son lecteur à faire la même chose. Bon, on pourrait essayer pour une prochaine fois. Ouais. On pourrait dire maintenant c'est à vous de faire votre propre podcast. Ouais, je me suis dit, tiens, euh, j'allais dire, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, Alex, il aurait écrit quelque chose ou il s'attend que moi, j'écrive quelque chose Est-ce que tu as ou un écrit truc comme quelque ça. chose? Non, 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 pas du tout, Non. non, Non, j'ai pas eu le temps mais du tout. j'y ai pensé. Je vais peut-être m'y lancer pour la prochaine fois. Si j'ai réussi Bon. à écrire quelque chose, je le présenterai. Ah tiens, et la dernière, c'est Pride. People often say they stop reading a book as a way of criticizing it. I started it, but I put it down. I put even books I like down. I say in direct criticism of myself. But the books I love most, I'd never dare finish, I think, in oblique praise of myself. Ouais. Non, mais c'est bien du début jusqu'à la fin. Ouais. Non, c'était un bon choix. Voilà. Bah ouais, je suis content. J'ai. Non, bah après, le gars que je suis, là, le Chris Villa de Live by Leaf, il a souvent des livres intéressants dans les recensions qu'il fait. Et, euh, et ouais, non, ouais, je suis trop content d'avoir découvert cet auteur. Tu as des idées pour la prochaine fois? Non, là, c'est à ton tour, hein. Ah non, Ah, c'est à mon d'accord. tour. Non, c'est à ton tour. C'est le livre français, là. Ouais, un livre français. Je t'ai mis Euh, sur le spot. euh, bah, je vais devoir réfléchir. J'ai, je suis éloigné de ma bibliothèque. J'ai plusieurs candidats possibles. euh, mais on pense plutôt contemporain ou... Là, c'est toi qui choisis. Tu fais ce que tu veux. Ok, Ça peut être du vieux, ça peut être du contemporain, c'est comme tu veux. ok. 2 secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, j'ai rangé beaucoup de mes bouquins. Il y en a un qui... Bah, c'est peut-être pas le bon choix parce que le premier livre qu'on a fait sur ce podcast, c'était un roman Que non? de Ouais. Raymond Queneau. Donc, il y a Le Chien dedans qui est sur ma bibliothèque depuis très longtemps. Euh, mais peut-être je vais prendre un peu de temps pour réfléchir, juste 2 jours. Mais c'est une possibilité. Donc, Le Chien dedans. Ouais, Mais moi, ça me botterait beaucoup du Queneau. Après, on peut faire autre chose, hein, pour histoire de varier un petit peu, mais Queneau, moi, ouais, je suis très fan. ok. Bah donc, disons Le Chien dedans. Sinon, si je pense à autre chose Ouais, d'ici quelques jours, je te dirai. Et ce sera la surprise pour la prochaine fois. ça marche. Ok. Un peu de teasing. Yeah. Ok. Ok. Euh, Bah, ok. ah non. Je Ouais, vais ouais. arrêter et puis. Ok, ça marche. Ok. Ça marche.